Hello, bienvenue sur Prospect by Econism, le podcast où on invite les meilleurs pour vous aider à générer plus de revenus et à déployer des stratégies B2B à fort impact. Ici, on analyse, on débunk les grandes tendances, on vous montre ce qui fonctionne moins bien. Et aujourd'hui, on va parler de comment segmenter et prioriser efficacement son portefeuille de comptes. C'est une problématique auquel on a tous été confrontés, que ce soit en tant que directeur commercial, CMO ou founder. On se pose la question de comment structurer une approche de segmentation efficace pour atteindre ses objectifs de revenus, quelle entreprise cibler en priorité et pourquoi, et aussi comment adapter sa stratégie de ciblage et de segmentation au fur et à mesure pour maximiser son impact. Pour y répondre, j'ai invité Alexis Martial, go-to-market opérateur. Il est plutôt spécialisé en mid-market et enterprise. Il a plus de 8 ans d'expérience. Il a développé et lancé des stratégies go-to-market en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il a accompagné des entreprises comme Najar et Iban First. Et dans cet épisode, il partage déjà les challenges de la segmentation en 2025 et aussi on est parti de 2 use cases qui répondent généralement aux enjeux des entreprises qu'on voit le plus souvent. 1. Comment structurer une approche de segmentation quand on part de zéro ou quand c'est le chaos. 2. Comment adapter sa segmentation quand on veut passer du SMBs au mid-market ou enterprise. En gros, quand on veut up-market. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Hello Alexis, comment tu vas? Salut Tessia, ça va? Tu vas Ouais, bien? ça va. Très très content de te recevoir sur Prospect. Du coup, aujourd'hui, moi, j'avais envie de t'inviter pour parler d'un sujet très, très important et sur lequel je sais que les boîtes ont quand même beaucoup de mal, même si souvent elles veulent pas l'avouer ou en tout cas elles l'avouent généralement quand c'est quand c'est déjà trop tard et qu'elles ont des problématiques de pipeline, de revenus, etc. Le sujet sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, ça va être de comment segmenter et prioriser efficacement son portefeuille de compte B2B sur une année. Et donc, du coup, on va parler évidemment d'account scoring, de lead routing, on va parler probablement un peu d'IA. Mais je voulais vraiment qu'on se base sur 2 use cases très concrets pour pouvoir permettre de répondre aux enjeux de ceux qui nous écoutent. Les boîtes qui doivent structurer une approche de segmentation en partant de zéro. En gros, c'est le chaos et doivent tout recommencer. Et de partir d'un autre use case qui est plutôt, je suis une boîte et j'ai envie d'up market. J'ai plutôt ciblé le small business. J'ai envie d'aller sur du mid market ou sur de l'enterprise. Comment je fais pour bien réussir ma segmentation et pas se faire les erreurs qu'on peut voir. Du coup, voilà, je sais que tu es la meilleure personne pour parler de ce sujet. Avant de démarrer sur ces use cases, déjà la première question que je vais te poser, c'est quels sont les principaux obstacles que rencontrent les entreprises dans leur segmentation? Les principaux obstacles, c'est, je pense que premièrement, il y a un manque de recul par rapport par rapport aux ICP. Souvent, en fait, c'est un sujet qui est laissé de côté, qui a été, tu vois, travaillé par le marketing il y a 3 4 ans et en fait, est pas remis au goût du jour. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas une vue sur, du coup, ICP, persona, donc les personnes qu'on vise dans le processus d'achat. Mais je pense que le pire aujourd'hui, c'est le manque de, enfin, oui, c'est le manque de data qui sont clean. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que pour répondre aux 2 premiers points, ICP et persona, tu as besoin de data clean. Donc, tu as besoin de savoir, bah, je sais pas, sur tes clients existants, c'est quoi les industries, c'est quoi tu vois, les contrats moyens. En gros, juste avoir une idée très simple de qui sont mes clients. Et aujourd'hui, en fait, je pense que la plupart des boîtes sont paralysées tu vois, par refaire ce travail d'ICP, soit parce qu'elles n'ont pas forcément accès, tu vois, à l'information au niveau client, soit parce que, bah, en fait, la data qui est disponible aujourd'hui n'est pas actionnable et permet pas en fait de prendre des décisions. Et donc, du coup, bah, tu te retrouves dans une situation où les gens font un peu du De la polytech. tir à gauche, à droite, tu vois, sans savoir vraiment à qui ils parlent vraiment et surtout sur qui se concentrer, tu vois. Donc un problème de données fiables dans les CRM qui ne te permet pas vraiment de pouvoir aller trouver le bon ICP, le bon persona, ou en tout cas de ne pas faire ce que font beaucoup de gens par intuition. Tu parles aussi également du coup du fait que les gens finalement ne connaissent pas vraiment en fait leur ICP persona, ce qui peut toujours être un peu contre-intuitif. Comment une boîte qui vend, c'est toujours la question que qui vend parce que c'est pas des boîtes qui font pas de chiffre d'affaires. Euh, Comment en fait, c'est quoi que qu'est-ce qu'on entend par justement connaissance de son ICP et de persona?
Tu veux dire par rapport à la question du manque de connaissances? Ouais, par rapport au manque de connaissances des équipes Bah, commerciales. en fait, je pense qu'il y a, pour avoir été des deux côtés de la barrière, tant du côté, enfin, travailler en tant qu'employé, et puis moi maintenant du côté consultant, euh, je pense qu'il y a, malheureusement, il y a un disconnect entre les équipes marketing et sales. Ça, c'est pas un sujet nouveau, mais t'as le marketing qui crée ses personas Marie de chez HR, blablabla. Et puis après, t'as les sales qui vendent et qui sont sur le terrain. Et j'ai rarement vu des boîtes qui avaient du coup une collaboration fluide et saine entre les équipes marketing qui construisent, on va dire, la ICP théorique versus les sales qui discutent avec les terrains et qui se rendent compte vraiment, tu vois, de c'est quoi les contextes, c'est quoi les enjeux, etc. etc. Et en fait, déjà ça, c'est un premier problème. Euh, je pense que les équipes marketing sont généralement trop déconnectées de ce qui se passe sur le terrain. Mais donc, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est un exercice que je prône à mes clients, mais c'est au moins une fois par an de refaire l'exercice, de regarder en fait dans le pipe ce qui a été en fait faire une analyse pardon de win-loss des deals, donc ce qui a été gagné et perdu, voir grosso modo bah, les segments sur lesquels c'est plus facile à closer et sur lesquels potentiellement il y a plus tu vois de thunes à en retirer et en fait de revoir grosso modo les hypothèses d'ICP qu'on avait au départ, tu vois. Est-ce que ça correspond toujours ou non par rapport à ce qu'on avait en tête, tu vois. Et je dis ça surtout parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, surtout au niveau du comportement d'achat depuis le Covid, tu vois. Et donc si tu as, on va dire, un critère d'ICP pré-Covid et qui t'applique maintenant post-Covid avec la récession et enfin tout ce qui se passe et surtout en fait avec la concurrence qui est de plus en plus grosse, bah t'es foutu en fait, c'est perdu d'avance. Et du coup, il y a une question du coup qui me vient, c'est il y a une chose que je vois souvent en fait des boîtes, c'est qu'elles ont souvent une difficulté à définir en fait des critères qui sont pertinents au-delà des choses un peu classiques. Mais ça, c'est pour tout le monde. Qui peuvent être OK, au-delà de la taille, du secteur, de la levée de fonds. En fait, en gros, les critères qu'on peut trouver facilement sur 16 Ouais. navigateurs, globalement. Ça, c'est un problème. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vois toi régulièrement et qu'est-ce que tu essayes de faire pour justement les pousser à faire en sorte, on en parlera en fait, je pense, en fonction des différents critères de quel type de boîte tu es, est-ce que tu veux, est-ce que tu es au début de ta boîte, est-ce que tu veux market, etc. Mais comment tu réussis à aider une boîte justement à aller au-delà en fait de ces critères? C'est pas évident en vrai. Parfois, moi je Non, vois mais qu'ils sont les sèches. et surtout que moi j'ai très peu de temps finalement parce que je suis personne externe et je dois quand même prouver un minimum mon impact assez rapidement. Mais ce que j'aime bien faire, enfin il y a deux choses que je fais directement quand je commence avec un client, c'est que la première chose c'est que je prends plus ou moins trois quarts d'heure, une heure avec les équipes sales et je leur demande grosso modo vous faites comment aujourd'hui, tu vois, de un pour sourcer votre pipeline si c'est le cas et de deux qui montrent en fait quelques exemples de comptes qui sont dans l'ICP et à l'inverse, des comptes qui potentiellement sur papier au niveau, tu vois, critères technographiques sont dans l'ICP mais ne le sont pas du tout. Et c'est quoi les critères qui font dans les deux cas qui le sont ou qui le sont pas. Et ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je regarde en fait les deals, les deals qui ont été closés récemment. Ça peut être sur le quarter. Et honnêtement, je fais cet exercice, c'est chiant. Mais je passe à travers les boîtes et j'essaie de comprendre le pattern qu'il peut y avoir, tu vois. L'industrie, est-ce que, tu vois, elles sont déjà équipées d'outils ou non par rapport, tu vois, au contrat moyen, où est-ce qu'elles se situent, tu vois, est-ce que il y a les cycles de vente sont plus faciles par rapport, tu vois, à ce type de boîte. En fait, j'essaie vraiment de faire ce travail en amont et de venir avec une hypothèse d'ICP et surtout après bah, par la suite le demander, tu vois, de se dire soit avec le head of sales au dev marketing et potentiellement certaines boîtes le founder, se dire voilà l'hypothèse que j'ai par rapport aux chiffres, voici moi ce que je pense qu'il faudrait tester. Donc j'essaie de venir avec une ou deux segments maximum et de se dire voilà qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait le truc c'est que généralement je m'appuie de chiffres, donc ça peut être contesté, mais voilà, tu vois, enfin, tu peux contester, mais c'est-à-dire que tu contestes quand même des chiffres au final. Et du Donc, coup, c'est-à-dire que tu prends vraiment des données, en fait, de dire, bah ok, voilà, je vais regarder la durée du cycle de vente. Je vais regarder, effectivement, bon, bah,
sur les boîtes qui signent plus facilement ou plus difficilement. Voilà quels sont leurs critères en commun, etc. Et justement, maintenant, on va rentrer dans le détail parce que Ouais, généralement, tu vois, est-ce que tu as besoin d'outils à ce stade-là ou en fait, ouais, mais c'est il y a plus une simple. chose, il y a une chose, et il y a une raison très simple pour laquelle je fais ça, c'est que euh, je pars du principe, enfin, je vais pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit par rapport à la ICP. Et je te dis ça parce que bah j'en ai subi, tu vois, enfin j'en ai payé le prix fort à l'époque quand j'étais employé, où bah, j'étais responsable de nourrir les ciels. On m'a dit voilà, ça c'est l'ICP. Et en fait, ça fonctionnait pas. J'avais énormément de pression pour délivrer de plus en plus, tu vois, de perf. Et en fait, je me suis dit, si je refais le même schéma en tant que consultant, je vais pas tenir un mois. Et donc c'est pour ça que mon job, c'est d'essayer de venir on va dire, de challenger, on va dire, le status quo au niveau d'ICP. Et donc voilà. Et pour les outils, en fait, la méthode que j'utilise, encore une fois, elle est assez simple. Pas besoin d'outils. Il faut simplement prendre du coup, prendre un peu de temps à exporter les deals des 12 derniers mois. Euh, Regarder un peu, tu vois, ce qui a closé, ce qui n'a pas closé. Et surtout, la seule chose que je fais, à la limite, tu peux prendre clé. Mais en fait, j'enrichis les boîtes et j'essaie de voir à quelle industrie est-ce qu'elles sont liées sur leur page LinkedIn. Tu vois, j'essaie de comprendre. Je sais pas, t'as une centaine de boîtes. Je les passe, tu vois, t'as un truc, un workflow dans Clé qui s'appelle Enrich Company. Et en gros, il va enrichir toutes les données sur base d'une page LinkedIn. Donc forcément, tu vois, t'as besoin au minimum de la page LinkedIn. Si c'est pas le cas, au pire, tu peux utiliser une IA et demander de classifier l'industrie. Mais la première chose, c'est d'essayer de comprendre, tu vois, à quelle industrie est-ce qu'elles sont rattachées sur LinkedIn. Pourquoi? Bah, parce que sur LinkedIn, ça reste comme des plus grosses bases, tu vois, B2B et une des plus fiables. Et donc, je me dis, si je pars de ce principe-là, après, quand je vais construire mes listes et mes segments, je vais repartir de LinkedIn et je vais essayer de retravailler de cette manière, tu vois. Donc, c'est la première chose, c'est vraiment d'essayer de classifier, tu vois, parce que t'as des cas où on te dit, bah, moi, je vise, je sais pas, toutes les boîtes, les SaaS. Il n'y a pas de, il y a pas Il y a pas d'industrie de SaaS secteur. dans LinkedIn ou même sur les DB, tu vois. Et donc, du coup, tu dois essayer, et même en fait, sur des SaaS, tu as potentiellement des types de SaaS sur lesquels tu as, on va dire, un cycle de vente plus rapide. Par exemple, je sais pas, si tu prends les fintech, ou alors tu vises des SaaS tout ce qui est cybersécurité, AI, tu vois, en gros, toutes des types de SaaS qui vendent à une audience potentiellement plus technique, tu vois. Comment tu fais aujourd'hui il n'y a pas de database qui te donne ce genre de truc, tu vois. Donc, en fait, tu dois vraiment partir de c'est le premier pas. C'est vraiment à quelle industrie est-ce que mes clients aujourd'hui sont rattachés. Et puis, Pourquoi? Et je finis juste ouais. sur ça, parce que tu peux pas te baser sur ce qu'il y a dans le CRM. Généralement, l'industrie au niveau de CRM, soit elle est remplie par les sales, et malheureusement, bah, tu as l'erreur humaine ou enfin, d'autres facteurs qui font que c'est pas forcément la bonne industrie, ou alors c'est un enrichissement qui est fait automatiquement depuis soit HubSpot ou Salesforce, mais qui est propre à leur propre, enfin qui est rattaché à leur propre taxonomie, tu vois. Ouais. Donc Et qui est très différent de celui de et LinkedIn. qui est différent. En fait, tu Ouais. as une taxonomie qui est différente d'une DB à une autre, d'un Mm. CRM à un autre, et en fait, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est vraiment le premier problème Et en fait, à du résoudre. coup, je trouve hyper intéressant parce que bah, tu as pris l'exemple du SaaS, c'était bien, mais aussi on pourrait le prendre sur toutes les industries. Moi, dernièrement, en fait, je targetais les boîtes retail. Et donc, si tu tapes retail, bah, tu vas pas avoir beaucoup de boîtes, en fait. Ça veut Ouais. rien dire, en fait. Et pareil, dans le retail, il y a tellement de boîtes. Il y a les retail dans le côté magasin, enfin, vêtements. Bah, t'as Il y a food, t'as T'as food, la t'as tu la vêtements, food, tu t'as. vêtements, t'as plein de trucs et du coup, si justement, quand tu as des boîtes qui te disent: «Bah, voilà, en fait, nous, on veut que tu attaques les boîtes, retail, mais encore». Donc voilà. Donc c'est souvent les problèmes aussi sur lesquels font face les sales, hein. Ouais. Souvent, on leur dit: «Bah, il faut que tu cibles ce genre de boîte». OK, rentre plus dans le détail et généralement, on n'a pas le détail et souvent, les chiffres sont pas bons parce qu'il y a pas ce niveau de précision et on a l'impression que, bah, voilà, ça va pas super fort parce que finalement, on signe que les deals, en fait, quand on va attaquer ce genre de, enfin, quand on a ce genre de segmentation très approximatif, ça peut ne pas trop se voir au début parce qu'on va aller signer quelques deals, en tout cas les 15% qui s'étaient prêts à signer parce qu'ils avaient un vrai Mhm. problème, etc. Mais après, au-delà, ça va être très compliqué de pouvoir aller chercher du chiffre de manière assez régulière. Du coup, c'est cool parce que tu as démontré que finalement, il n'y a pas beaucoup d'outils. Ton outil, c'est le CRM. Donc, je pense que tout le monde le sait, mais il faut être
faut le soigner, son CRM. Du coup, c'est extrêmement important pour justement faire ce travail-là sur la durée. Maintenant, j'aimerais qu'on parle maintenant concret parce que la réalité, dans la vraie vie, la plupart des CRM, c'est le chaos. Et du coup, on peut rien en faire. Et donc, justement, je voulais qu'on commence là-dessus. Après qu'on parle de hub market, parce qu'il y a des boîtes, effectivement, où ça se passe très bien et du coup, le market se passe bien. Mais voilà. Comment on structure une approche de segmentation quand on part de zéro? Donc, ça s'adresse aux boîtes, on va dire early stage, qui arrivent sur le marché, mais ça s'adresse aussi aux boîtes qui vont écouter et qui vont se dire bon, ok, en réalité, mon CRM, c'est KO, je peux rien en tirer. Donc, comment tu procéderais, notamment pour justement, tu m'as beaucoup parlé en off de justement aller chercher des contextes, comment tu Mhm. vas au-delà aussi également d'un LinkedIn et d'Afaro. Tu m'as parlé aussi également de l'importance des use cases. Donc, je te laisse en fait me dire si moi demain, voilà, je viens de voir, je dis Alexis, moi là aujourd'hui, faut que j'attaque du coup faut que je lance en fait, je fasse un nouveau go-to-market, comment je me prends? Franchement, ouais, sujet très pertinent et je suis occupé à le vivre avec deux boîtes. Euh, Pars du principe que tout ce que tu as ton CRM, tu peux pas l'exploiter. Parce que X, Y, parce que data pas fiable, etc. Donc, je me dis, je suis un sales qui rejoint, un nouveau sales qui rejoint une boîte. Comment est-ce que je fais pour maximiser enfin, comment est-ce que je fais pour maximiser mes chances d'aller chercher du pipeline qualifié? Si, en partant du principe que j'ai aucun support de l'équipe marketing. En fait, il faut essayer de repartir du problème, vraiment le problème que la boîte résout à la base. C'est quoi le problème qu'elle résout, tu vois? Et ensuite, c'est de se dire, ok, dans quelle situation est-ce que une boîte rencontre ce problème, tu vois? Donc là, on part du problème et on découle vers les use cases. Imaginons, worst case scénario, enfin, tu peux pas te reposer sur l'équipe marketing, c'est le chaos, enfin, tu dois te démerder tout seul, tu vois. Bah, c'est assez simple, honnêtement, il faut partir d'hypothèses et c'est là que tu peux utiliser, tu vois, l'IA, ChatGPT, Claude, peu importe. Tu dis voilà mon cas, euh, voilà les use cases, etc. Et tu demandes, voilà, essayez de me donner des situations dans lesquelles une boîte rencontre ce type de problème. Limite-toi-en à 3-4 maximum. Et ensuite, le truc, c'est de se dire, ok, bah, quelles sont les industries qui sont, tu vois, potentiellement plus exposées à ce type de problème. Donc là, tu vois, t'as un premier output. La chose que tu peux faire, c'est après de demander, enfin, soit d'aller vers ton head of sales ou ton équipe marketing et d'essayer de valider, tu vois, ces hypothèses. Je suis sur le bon ou pas du tout, tu vois. Donc ça te permet vraiment d'être très pragmatique dans ton approche quand c'est la merde et quand t'as pas forcément de support pour t'aider sur la partie segmentation. Mais en fait, c'est un travail quand même de pas mal de user research, d'une certaine manière. Euh, Généralement, quand tu parles de ça, tu dis oui, il faudrait que j'aille aller faire une user research, etc., etc. Les boîtes, elles disent ah, c'est bon, j'ai pas envie Ouais, de mais faire avant je le ça. faisais, tu vois, avant je le faisais, et enfin, j'en suis amené à ce process parce qu'à l'époque, comme je t'ai dit, je devais alimenter les équipes CS, c'était une cible qui était technique et je comprenais pas. Je comprenais pas l'audience et donc du coup, à l'époque, avant qu'il y ait l'IA, je m'étais mis 3 semaines à faire des interviews clients et essayer de comprendre les contextes, le pourquoi, etc. Tu vois. Euh, mais c'est un exercice aujourd'hui que je viens de te donner, ça prend franchement, moins d'une heure. Ça peut prendre moins d'une heure et tu as déjà, tu vois, un bon output que tu peux utiliser et à amener du coup à ton équipe, à ton head of sales ou ton CMO et essayer de valider ou invalider tes hypothèses, tu vois. Ok. Est-ce Et que du coup, pour rentrer... désolé, une dernière chose, ça te permet aussi de potentiellement de mapper ton TAM ou du moins de savoir à combien de boîtes est-ce que tu peux t'adresser. Parce qu'après, ce que tu peux faire, l'exercice, c'est d'aller sur CS Navigator et de regarder bah, selon tes critères technographiques de base. Je sais pas, tu vises le retail, les SaaS et je sais pas quoi. En France, entre X et Y employés. Et là, du coup, tu dis, ok, bah, j'ai autant de boîtes. Tu vois? Ok, mais alors du coup, j'aimerais qu'on creuse un peu plus cette histoire de contexte parce qu'en fait, c'est très compliqué, enfin, c'est complexe de comprendre. Ok, c'est quoi un contexte? Est-ce que tu peux donner des exemples en fait de contexte? En gros, est-ce que tu considères, alors que moi je trouve qu'aujourd'hui c'est devenu basique, tu considères qu'une boîte qui recrute, c'était un contexte que j'utilisais pour ma première boîte CQ, puisqu'on faisait de la partie, on faisait du HR, on aidait les boîtes à recruter. Aujourd'hui, je ne ferai pas de la même manière. Parce que juste regarder si la boîte a recruté,
dans beaucoup de cas aujourd'hui, et j'ai pu le vérifier pour une boîte que j'accompagnais sur la partie sales, c'est déjà trop tard. En tout cas, dans certains cas, c'est déjà trop tard. Pareil, le contexte de la levée de fonds, c'est trop tard. À partir du moment où tu vois en fait que la personne a fait une levée de fonds, bon bah elle a déjà, Ouais, enfin, ouais. j'en connais un d'ailleurs qui me disait, j'ai choisi tous mes prestataires. Au moment où j'annonce ma levée de fonds, bon bah c'est déjà, j'ai pas attendu la levée de fonds pour me dire bon écoutez les gars, ça y est maintenant je suis prêt à investir, etc. Donc qu'est-ce que tu entends par contexte? Parce que j'imagine que tu disais 3-4. Comment tu fais pour aussi également, je te pose deux questions du coup, hein, te dire en fait, c'est quoi un bon contexte et un contexte un peu bidon? Parce qu'il y a aussi également, je pense, une priorisation et un scoring en fait des différents contextes. Ouais, mais je pense qu'il y a d'abord une chose à faire avant. Il y a la notion de contexte, pour moi, c'est les use cases, tu vois. Et ce que toi, tu as défini avec la levée de fonds ou les personnes qui engagent, tu vois, certains profils, pour moi, c'est plutôt des signaux, tu vois. C'est des signaux qui te permettent de dire, OK, bah, il y a potentiellement, tu vois, En gros, c'est juste une excuse pour le CS de reach out et être plus ou moins pertinent. Donc Donc ça, c'est une c'est première ce qu'on chose. appelle les intent data. Donc toi, tout ce Ouais, qui est c'est ça, levée de exact. fonds, recrutement, croissance, etc., c'est des intent data qui te permettent de pouvoir se dire, ah, il y a peut-être quelque chose par là, En mais il fait, faut que je ouais, vérifie avec des contextes. c'est des insights, on va dire, au niveau compte, tu vois. Des événements qui se passent au niveau du compte qui potentiellement pourraient, on va dire, légitimiser le fait que tu reach out. Euh, et vraiment, et j'insiste là-dessus, la partie contexte, c'est vraiment les use cases. C'est quoi les contextes dans lesquels une boîte a besoin de résoudre le problème que ton produit résout. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Euh, et du coup, c'était quoi la question? Comment est-ce que tu priorises, c'est ça? Ouais, en fait, bah, déjà, en fait, j'aimerais qu'on creuse. Tu me connais, j'aime bien creuser, Bien etc. sûr. Parce que là, tu es en train de me dire, OK, j'ai capté cette partie use case, etc. Mais vas-y, je vais te donner un exemple concret. Vas-y. Euh, Typiquement, très très concret. Typiquement, aujourd'hui, bah, tu le sais déjà, j'accompagne le go-to-market d'une boîte qui fait de l'IA prédictive. Donc, en gros, nous, on vend des indicateurs prédictifs. D'accord? Mhm. Nos cibles, il peut y en avoir plein. On va dire que nous, on est capable, en fait, aujourd'hui, de pouvoir être très précis dans les indications si c'est. Si tu cherches à avoir des éléments sur la fréquentation, donc typiquement la fréquentation de gens qui vont passer dans ton établissement, par exemple, sur ton chiffre d'affaires, etc., etc. Donc il y a plusieurs industries qui peuvent être concernées par ça. Dans les use cases, on en a plusieurs. Un des use cases, j'en donne deux, pour être rapide. Est-ce que quand tu parles de contexte, c'est un premier use case, Intermarché aujourd'hui avait besoin de pouvoir identifier à l'avance, savoir combien de produits seront pris par les clients dans les différents paniers e-commerce. Pourquoi? Pour mobiliser les bonnes personnes derrière. C'est vraiment une question logistique. Du coup, on a été capable en fait de pouvoir leur donner des indicateurs très précis en fonction des mois, etc. Donc typiquement, on peut se dire que toutes les boîtes qui ont un e-commerce et qui ont de la logistique à mettre en place, ok, est-ce que c'est ça un contexte? Deuxième type de contexte, je suis, alors c'est un grand acteur, je ne vais pas signer le nom, mais un grand acteur de l'escalade, typiquement, où on a été capable de pouvoir indiquer très précisément le nombre de passages qu'il y aurait par tranche horaire pour justement mobiliser les bonnes personnes, puisqu'on est quand même dans un établissement qui est sportif, donc il faut quand même de la sécurité, et aussi également pour tout ce qui est restauration, etc. Est-ce que ça veut dire que là, j'ai ces use cases et je vais aller voir toutes les boîtes qui peuvent être dans cette situation? C'est ça dont tu appelles contexte. Au-delà des histoires de c'est dans tel secteur, ils ont fait telle levée de fonds, etc., etc. Ou Mhm. voilà, c'est ma question. Bah, si je comprends bien, le problème que tu résous, c'est que tu permets d'avoir un prévisionnel sur le chiffre d'affaires, c'est ça, hein, En tout grosso cas, modo. on permet de fournir des Ouais. indicateurs qui permettent de prendre les bonnes décisions sur des sujets. Donc ça peut être du chiffre d'affaires, ça peut être de la fréquentation, ça Ouais, peut être de la panne de machine, ça peut être plein de choses. ok. Ok. Bah, en fait, c'est plus ou moins simple. Pour moi, dans ton exemple, ce qui est frappant, c'est que, en tout cas, les deux cas que tu as donnés, enfin, plus ou moins le premier cas, c'est des secteurs qui ont des marges assez fines et qui sont, tu vois, liés à une pression, on va dire, au niveau des chiffres. Du coup, moi, ça me fait penser, on va dire, à deux industries. Donc, tu as forcément la partie retail, tu as potentiellement aussi d'autres trucs, tu vois, je sais pas, moi, commerce de gros. En gros, toutes des industries sur lesquelles tu as une marge faible et donc la moindre erreur
au niveau, tu vois, calcul du CA, ça peut avoir un impact énorme, tu vois. Hmm. Donc je pense à ça, je pense potentiellement aux boîtes qui ont levé des fonds, parce que du coup, euh, un mauvais calcul dans le prévisionnel au niveau CA, bah, il va falloir rendre des comptes après, tu vois, Hmm. à tes invests, contrairement potentiellement à des boîtes qui sont bootstrap, qui n'ont pas, tu vois, une pression du chiffre. Donc pour moi, c'est ça un contexte. Le contexte un, c'est toutes les boîtes qui ont soit des marges qui sont fines, Intéressant. tu vois, et qui du coup doivent faire en sorte d'être le plus précis possible au niveau du calcul de leur CA, tu vois. Le deuxième, ça peut être, et ça pourrait en vrai être rassemblé dans le premier, mais ça pourrait être toutes les boîtes qui ont une attente au niveau financière, parce que un board, parce que action. En fait, là, du coup, tu pourrais rassembler toutes les boîtes qui ont soit levé des fonds récemment, ou qui ont levé des fonds, en fait, tout simplement, ou alors même des boîtes post-IPO. Parce que du coup, post-IPO, c'est-à-dire qu'il y a des actions, c'est-à-dire qu'il y a des quarterly earnings, tu vois, enfin, en gros, des rapports trimestriels au niveau des actionnaires, et donc, du coup, bah, si t'es pas bon dans ton prévisionnel, c'est la merde. Par contre, à l'inverse, si t'es bon, c'est l'implication que ça va avoir, c'est de un, ton action, elle va être beaucoup plus élevée. Et pour la boîte qui a levé des fonds, elle va pouvoir soit sécuriser du coup une nouvelle levée, ou même ça va te permettre de sécuriser des talents, parce qu'en fait, euh, t'as une espèce de réassurance du fait que, bah, en gros, plus ou moins tout ce qu'on prévoit, on arrive à l'atteindre. Mais c'est-à-dire qu'on met en place un système qui permet aussi de l'atteindre, tu vois. Tu vois un peu, donc Très pour très moi bien. c'est ça, le contexte, c'est pas lié à des points de données, tu vois, levée de fonds, enfin là c'est un mauvais exemple, mais enfin des boîtes qui engagent un certain ICP, c'est quoi le contexte qui fait que ces boîtes ont absolument besoin de résoudre leurs problèmes, tu vois. Ok, Et dans les deux cas, bah, c'est une histoire de marge ou c'est une histoire d'attente financière, tu vois. très Donc très clair. Non mais très clair. Mais non, mais je veux pas te couper parce que non, j'étais parti dans mon flow là. non mais go. Non mais très très clair. Mais pour moi justement, tu vois là, du coup, pour te donner un peu plus de matière. Donc là, moi c'est très clair. Du coup, ma deuxième question c'était bah, comment je priorise. Parce que du coup, je peux aller un peu partout et c'est souvent les erreurs que font les boîtes. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait cette peur. Moi, je l'ai eu. Hein. C'est pour ça que je t'en parle. C'est-à-dire que, ok, donc on a identifié un certain nombre de critères, on a identifié notre ICP, on a parlé beaucoup d'ICP, on n'a même pas parlé de persona, mais c'est un peu la même Ouais. logique. Donc du coup, qui a le plus besoin de résoudre ce problème-là ou qui a le plus besoin de faire le job de résoudre ce problème-là. Euh, mais du coup, comment tu priorises? Parce qu'en fait, il y a toujours cette peur-là de faire une erreur. Parce qu'en fait, l'erreur, elle te coûte Elle 3 coûte mois. cher. Ouais, Elle te ouais, je coûte sais. parfois 6 mois sur certains. C'est en fonction de ton cycle de vente. Quand tu es sur le big market ou de l'entreprise, tu es sur des cycles de vente qui sont entre parfois allez, vraiment plus bas 3 mois, mais au moins 6 mois. Si tu mets 6 mois pour te rendre compte qu'au final, c'est pas ça, ah bah, ton année, elle risque d'être compliquée. Et surtout si tu as en plus des éléments, et c'est le cas par exemple pour la boîte dont je te parle, de temporalité, où les boîtes que tu vas cibler, c'est des boîtes qui ont leur budget à un certain moment. Si tu loupes ce Mm. coche, bah, rendez-vous l'année prochaine. Mais s'il n'y a pas d'argent, bah, rendez-vous à jamais. Quoi. Ouais, enfin, très simple, entre guillemets. C'est pour ça que je t'ai Non, invité, mais en c'est fait, parce que je sais que c'est c'est simple. parce que pour moi, ça me paraît plus simple parce que je fais l'exercice tout le temps. Donc, tu vois, je suis un peu, je suis habitué. Mais en gros, franchement, tu pars d'hypothèses. Tu peux pas, de toute façon, mettre tous tes billes enfin, mettre tous tes trucs dans le même panier. Euh, Prends, genre, je sais pas, tu prends allez, deux segments, tu vois, sur lesquels tu as vraiment une conviction forte. Ensuite, tu fais effectivement l'exercice de comment se passe le parcours d'achat, tu vois, parce que tu me parlais de budget. Je sais que sur certaines industries, tu as des budgets qui sont alloués à certaines périodes de l'année, pas forcément tout le temps en fin d'année. Donc, Mhm. il est vraiment très clair sur comment se comporte, tu vois, cette cible au niveau du parcours d'achat, qui se trouve dans le parcours d'achat, tu vois. Est-ce que les acheteurs sont les mêmes personnes que les users ou pas? Donc ça, c'est une première chose. Ça doit pas prendre 1000 ans, tu vois, de le faire. Je pense que la plupart des sales enfin des équipes sales ont l'information en tête. Euh, et ensuite, assez simple, si vraiment tu veux maximiser tes chances, c'est de partir des boîtes que tu as closées, en fait, d'aller attaquer directement
soit leurs concurrents directs, soit des boîtes qui sont exactement on va dire dans le même créneau, tu vois. Et là, tu peux utiliser un outil si tu veux ou pas, ça dépend, tu vois. Mais en gros, tu peux utiliser par exemple Ocean.io, qui a une version gratuite, qui est assez complète. Sinon, je pense que c'est un petit budget, mais honnêtement, si c'est sur une mid-market ou de l'entreprise, c'est Ça vaut assez le coup. dérisoire. Je crois qu'on parle de plus ou moins entre 500 et 1000 euros par mois. Enfin, ça dépend forcément les plans que tu choisis, mais franchement, tu fais cet exercice, tu prends les derniers clients que tu as closés et tu vas aller chercher les 5 ou 10 boîtes qui ressemblent. Et en fait, de là, partant de là, imaginons que tu as 10 clients, bah, tu peux déjà te constituer une liste entre 50 et 100 boîtes qui, sur papier, sont qualifiées parce qu'elles ressemblent à les boîtes et aux enjeux que ces boîtes ont eu. Et de commencer en fait directement à attaquer sur ça, tu vois. Directement. Une deuxième chose que tu peux faire si tu vois vraiment, tu peux pas te tromper, c'est en gros, c'est de demander des intros à tes clients existants, à d'autres boîtes qui ressemblent, tu vois. Grosso modo, c'est les deux choses les plus efficaces que tu puisses faire pour pouvoir maximiser ton pipeline de manière très très rapide sur un quarter, tu vois. Alors forcément, sur le deuxième exemple, tu n'auras pas 36 000 boîtes, euh, mais tu sais que ces boîtes, logiquement, si tu as les intros, bah, tu peux les closer plus ou moins Oui, et puis si rapidement, tu tu les vois. closes, ça te donne une Ouais, indication très claire sur. Bon, bah, en fait, j'ai une boîte qui est similaire à celle que j'ai signée. J'en ai deux, j'en ai trois. Bon, bah, ça me donne une assurance sur l'ICP. Et là, du et, coup, je peux avoir une, une, une stratégie où je vais aller accélérer en fait mon go-to-market, quoi. En Et gros, ça te donne, ouais, ça te donne surtout une tranquillité d'esprit au niveau, parce que ton pipeline ou tes targets, elles se rapprochent, tu vois. C'est Mm. plus ou moins rempli. Donc, tu as moins cette pression de te dire si t'es à la fin de ton quarter et en fait, tu te rends compte que tu es à 50% en dessous de ce que t'espérais. Non seulement tu sais pas, tu vois, finalement, tu es toujours dans le flou dans qui tu dois aller targeter. Et c'est là que les problèmes commencent à arriver. C'est dire, bon, bah, tu réfléchis plus, tu bombardes et en fait tu te retrouves avec des taux de conversion qui sont ignobles. Euh, et bah ouais, enfin, t'as toute ton équipe qui est démoralisée. Et, enfin, là, c'est un cycle infernal, tu vois. Ouais. Bah du coup, en tout cas, je pense qu'en tout cas sur cette partie, on a vu quand même pas mal de choses sur comment justement on fait et c'est assez simple. Mais j'aimerais juste ajouter peut-être une petite couche. Euh, Comment on fait pour ceux qui ont plus de moyens pour faire ça. Ensuite, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai une bonne idée des contextes, etc. Pour aller trouver facilement les personnes adéquates. Là, tu m'as parlé d'Océan, etc. Est-ce qu'il y a d'autres outils sous expert clé? Est-ce que à ce stade-là, pour ce genre de boîte, pour ce use case, quand c'est le chaos, c'est pertinent d'aller sur ce type de solution ou en fait non, pas tout de suite. Oui. Je vais te donner un exemple, mais ce serait peut-être aussi plus pertinent, tu vois, soit si tu as des outils en tête, soit si tu as Non, des j'en ai aucun en cas. tête. Tu vois, ah, ok. C'est plutôt toi, en fait, par exemple, typiquement dans ce genre de stade, quand tu t'aides des boîtes justement à avoir une approche de segmentation en partant de zéro, est-ce que quand tu as vraiment bah, du coup une idée très précise du type de use case sur lequel tu t'appuies pour avoir les contextes, que tu as choisi tes un ou deux segments, je sais parce qu'on se parle souvent, tu vas aller prendre des outils. Est-ce que tu le conseilles? Moi, c'est plus, est-ce que tu le conseilles à des boîtes là qui nous écoutent? Est-ce que LinkedIn et Faro, finalement, ça suffit? Désolé, hein, euh, ou il faut autre chose, quoi. En fait, tout dépend de un, de l'équipe commerciale, la taille de l'équipe commerciale, et de deux, le marché sur lequel tu vends. Euh, Moi, je pars du principe que... comment est-ce que je vais essayer de répondre à ta question de la manière la plus simple possible. Franchement, je pense que de toute façon, tu prends un océan, c'est indispensable. Surtout si t'es sur du mid-market ou de l'entreprise. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Surtout, vraiment, surtout si tu vends à une audience qui est compliquée à identifier. Tu vois, je sais pas, je pense à des industries, ça peut être, tu vois, le Web3, ça peut être le SaaS, ça peut être, tu vois, pas forcément des industries qui sont présentes au niveau digital, qui sont pas sur LinkedIn. Comment tu fais aujourd'hui si tu vends une audience qui est pas sur LinkedIn?
tu peux oublier Faro, tu vois. Tu peux oublier les trucs traditionnels. Donc, je pense que de toute façon, un océan, ça mange pas de pain, surtout dans un premier temps. Après, sur la partie orchestration, tu as deux possibilités, de mon point de vue. Euh, T'as soit clé si si t'as quelqu'un ou t'as une personne en externe qui peut t'aider et qui peut du coup déployer assez rapidement. Le seul désavantage de clé, c'est que de un, ça peut monter très vite au niveau des crédits consommés. Et de deux, c'est pas forcément tout le temps enfin souvent la meilleure option quand tu scales, tu vois. C'est assez adapté, tu vois, pour potentiellement des boîtes un peu plus early stage ou sur lesquelles en fait t'as pas forcément non plus de RevOps en interne. Maintenant, si tu veux vraiment aller plus loin, que tu veux un vrai système et orchestrer ça de manière la plus efficace, on part plus sur un outil comme Cargo, tu vois, qui a été créé par des anciens de chez Spendesk. Mais là, du coup, c'est quand même un peu plus technique. Tu as besoin de quelqu'un en interne pour pouvoir le gérer. Mais grosso modo, moi, c'est le setup que je vois. Après, sur des outils, on va dire plutôt d'enrichissement, honnêtement, Ah, Taconism, quoi. Taconism. Taconism, honnêtement, sur le marché européen, sur le mid-market, Conism est très bon. Euh, Après, si tu as un peu moins de moyens et que tu dis tu veux faire juste de l'enrichissement au niveau des contacts, pour moi, honnêtement, aujourd'hui, Full and Reach, surtout sur la partie téléphone, permet de maximiser ça. Mais effectivement, sur le marché européen et UK, tu as Conism qui est assez balèze, surtout ils avaient racheté à l'époque, c'est Casper, je pense. Casper, ils ont acheté. Donc ils ont quand même une couverture au niveau du TAM français qui est quand même assez bonne. Ok, bah, très clair. Bah, du coup, maintenant, on va passer au deuxième use case. Qui est, ok, maintenant, pour les boîtes qui veulent adapter leur segmentation parce qu'ils veulent passer du SMBs au mid-market à enterprise, donc ils veulent up-market. C'est pas tout à fait le même process parce qu'ils ont déjà fait ce travail de segmentation, ils sont bons, enfin voilà. Comment tu t'y prends? Je sais que tu l'as fait pour pas mal de boîtes là dernièrement, dont une boîte où ça a été très très bien réussi. Voilà, c'est quoi le process en fait à partir du moment où tu as envie de me market? Parce que souvent les gens se disent bon bah vas-y, je vais y aller la fleur au fusil, j'ai réussi en SMBs, ça a marché aussi. Et les gens pensent pas que c'est un nouveau go-to-market en fait. Ben, en fait, ouais, c'est un nouveau go-to-market total. Mais ça dépend, en fait, en gros, ça dépend d'une chose, c'est est-ce que aujourd'hui, tu as on va dire ton go-to-market SMBs, est-ce que tu as une motion hybride, c'est-à-dire les gens peuvent sign up ton outil sans demander enfin, sans être en contact avec l'équipe commerciale, ou est-ce que tu es juste dans une approche de toute ta croissance, elle s'est faite sur de la vente transactionnelle, tu vois. En gros, tu fais un call et puis ça close. Dans le premier cas, en fait, la première chose à faire, c'est de capitaliser de un sur les boîtes qui utilisent ton produit. Je vais te prendre un exemple concret. On va prendre Livestorm, tu vois. T'as, je sais pas, une meuf de chez Ikea ou Coca-Cola qui sign up, ou tu t'envoies deux en fait qui sign up sur ton truc. Mais la première chose à faire du coup, si tu pars sur de l'upmarket, c'est essayer de faire une pénétration au maximum de chaque compte, tu vois. Et de se dire, tu arrives à identifier en fait les personnes qui sign up, tu arrives aussi à lier ces personnes à un département auquel tu vends. Donc ça, c'est une première chose, tu vois. Ça, par contre, ça demande du coup des fondations niveau produit et data, tu vois. C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à capturer l'information et puis après l'enrichir? Tu as des outils qui te permettent de le faire. Et sur le deuxième cas, imaginons que du coup, tu sois vraiment sur du SMBs pur et tu veux aller sur du mid-market. Ben là, en fait, il faut refaire l'exercice qu'on a discuté au départ, c'est te dire, tu pars d'hypothèse, tu dis pourquoi est-ce que tu vas aller sur le mid-market. Mais je pense qu'en général, euh, ce cas-là arrive très rarement parce que je pense que du coup, c'est un vrai pivot. C'est un vrai pivot et donc, à mon avis, je pense que dans 90% des cas, tu seras dans une situation où tu as été en modèle self-serve et tu veux aller sur un modèle plutôt mid-market où tu as besoin d'équipe sales, tu vois. Donc Et tu dois donc là, en redéfinir fait, l'équipe. Tu le quick win, redéfinis. c'est de capitaliser sur capitaliser sur tes trucs existants, donc tout ce qui est interaction produit. Et ensuite, bah, là, tu vas devoir commencer
à mettre en place du coup des outils et une stratégie complètement différente. Tu vas devoir avoir un apport du support marketing, se dire ok, voilà les hypothèses, voilà les personas et voilà comment est-ce qu'on va les toucher. Par contre, sur du mid-market, tu peux pas utiliser un outil comme je sais pas, Instantly ou SmartLead qui est plus adapté on a un thème énorme, il faut qu'on touche au maximum, tu vois, ce marché à intervalles réguliers, mais à moindre coût, tu vois. Et donc là, du coup, tu vas plus t'orienter sur, ça peut être un outil en vrai comme Limlist qui est assez adapté aussi. Ça peut être du Outreach, tu vois, en fait des trucs un peu plus robustes ou la Growth Machine en l'occurrence, mais qui te demandent en fait un effort plus important et qui est aussi à un certain coût. C'est-à-dire que tu vas pas dans une approche SMBs où tu vas dire tu crames ton marché, c'est pas grave en vrai parce que du coup t'as 100 000 boîtes à les toucher, c'est pas grave, tu vois. Là, si t'as, allez, je sais pas, 5000 boîtes, enfin, ta première impression, ça doit être la bonne, tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi. Clairement. Surtout la France, c'est un petit marché, quoi. Exact. Mm. Ok. Et du coup, en fait, enfin, on en parle souvent en off. Du coup, c'est quoi les pièges justement que tu vois souvent dans les boîtes qui veulent up market à éviter généralement les trucs que tu vois qu'il faut pas faire, quoi. Bah, franchement, d'appliquer les mêmes playbooks ou les mêmes recettes du SMBs au mid-market, de bombarder son marché, de pas avoir des use cases. En fait, c'est con, mais si t'as pas au moins un minimum d'asset marketing, se dire, ok, on a travaillé avec ce type de boîte, on a réussi à faire ça, franchement, enfin, ça Ouais, va mais il y être a des très fois où complexe, tu c'est. vois. Ouais, mais des fois, en fait, tu up market parce que tu as un sentiment que bah, tu perds trop d'argent. Typiquement, tu n'es pas rentable en fait sur du SMB, parce que tu te dis que tu vas pouvoir aller chercher des paniers plus importants en fait sur du mid-market ou l'entreprise, où tu vas pouvoir en fait apporter plus de valeur parce que c'est une intuition que tu as. Tu n'as pas forcément du case où tu en as un ou deux que tu as eu par opportunisme. Parfois, en Ouais. fait, t'as pas de use case en fait. Et c'est compliqué en fait. Tu vas arriver un peu la fleur au fusil. Non. Moi, enfin, j'ai jamais connu ce use case là, tu vois, parce que pour moi, c'est un pivot, tu vois, c'est un pivot Ok. total parce que si tu passes du SMBs au mid-market, enfin, c'est comme si tu passais, je sais pas moi, de CS-led à product-led du jour au lendemain, tu vois, enfin, c'est quasi ouais, c'est très compliqué. Ok. Euh, et du coup, la question par rapport à ça, c'est, tu peux me la rappeler s'il te plaît? T'es pas Je sais dedans, pas, mec. je suis parti, ah non, je suis parti dans mes pensées entre temps, désolé. Du coup, je me souviens plus. Je me souviens plus. Oui, c'était les pièges à éviter que tu vois Ah, les souvent dans. pièges. Ouais. Ouais, non, mais bah, je disais, ouais, non, non, en gros, tu me disais que tu as des situations parfois où tu as juste closé des Ouais. boîtes par opportunisme. Effectivement, c'est vrai. J'ai rencontré. Ça, c'est des cas réels. En fait, c'est ça, c'est simple. Les pièges à éviter, c'est tu vas pas pouvoir utiliser les mêmes playbooks ou les mêmes outils. Et il faut que tu arrives à essayer de closer les 10 ou les 100 premiers clients de manière un peu moins scalable. Qu'est-ce que tu leur fait? En fait, tu retournes potentiellement même dans une approche de founder-led sales, c'est-à-dire que tu vas d'abord aller essayer de taper ton réseau avant de pouvoir scaler les choses. Et Hmm. donc, essaye d'abord de maximiser, enfin, essaye, pardon, de maximiser un maximum le réseau de tes founders, si tu as des investisseurs ou même des employés dans un premier temps. Tu peux utiliser, tester un outil qui s'appelle. Je te laisserai mettre le truc en description Ouais, parce que bien je me sûr, hein, rappelle plus carrément. du nom. Mais en gros, même si tu n'utilises pas cet outil, c'est très simple, mais tu vas sur CS Navigator. C'est un peu chiant, mais tu vas sur tes critères, tu mets, je sais pas, critères X, Y, Z et tu mets connection of Laetitia, tu vois. Et là, en fait, je vais avoir une série de personnes qui sont qualifiées. Moi, ce que j'ai fait, en fait, je l'ai vraiment fait en réel. Quand je suis parti à New York, je voulais absolument rencontrer des gens sur place et je voulais avoir 2 meetings par jour. Et en fait, j'ai réussi parce que bah, j'ai regardé, j'ai fait ce travail en amont de voir toutes les personnes avec qui je pense qui étaient dans le même écosystème des gens auxquels je voulais du coup rencontrer. Je me suis un peu fait chier, tu vois, à faire cette liste manuellement. Ça m'a pris, on va dire, une heure et demie. Et en fait, j'ai envoyé un message, dire salut Laetitia, j'ai vu que tu étais connecté avec. Et je mettais maximum, je pense, 5 personnes. Euh, tout simple, je dis est-ce que tu les connais? La personne me dit oui, non. Ensuite, je dis ok, bah, est-ce que tu peux me mettre en contact avec eux? Tout simple, je pré-match le travail, j'écris tu vois, le message. Et comme ça, en fait, j'ai réussi à mon objectif. Alors,
C'est pas forcément, tu vois, c'est pas scalable, mais ça va te permettre d'aller chercher tes premiers rendez-vous qualifiés sans te cramer, tu vois. Et ensuite, une fois que tu as tes trucs, tu as tes rendez-vous qualifiés, tu peux revenir, tu vois, l'option que j'avais expliqué au départ d'Océan.io. C'est chaque client que tu closes, chaque même prospect qui disent c'est pas le bon moment maintenant, ouais, non, en fait, ces deux cas-là. En fait, tu prends Océan.io et tu dis, trouve-moi les cinq prochaines boîtes qui sont les plus pertinentes. Avec ce système, ça va te permettre tu vois, d'avoir un nombre de boîtes qualifiées et sur lequel tu vas être pertinent sur ton approche. Tu vois, parce que c'est surtout ça, en fait, c'est la pertinence de ton message. C'est-à-dire, voilà, salut, bah, j'ai récemment bossé avec XYZ compagnie. Ils avaient ce problème. J'ai vu que tu peux d'essayer de leverager à d'autres data points. Est-ce que c'est pertinent qu'on en parle maintenant, tu vois? Yes, carrément. Et du coup, dans ce process-là, parce que tu dis que c'est complètement un pivot, et ça, je suis d'accord avec toi, c'est un changement complet. euh, le rôle du management dans cette transition, comment tu le vois en fait, généralement, parce que c'est là où il y a quand même un peu un bordel. Qui s'occupe en fait? Qui est responsable en fait? Souvent, parfois, on va aller voir le head of sales, on va lui dire bah vas-y, faut qu'on réussisse le market. Je veux que maintenant, tu ailles targeter du mid-market ou de l'entreprise. C'est souvent comme ça que ça se passe. Vu que toi, tu dis qu'on recommence à zéro un go-to-market, visiblement, c'est plutôt le marketing qui doit préparer. Mais du coup, comment tu fais justement ces bons allers-retours sur ces premiers tests Voilà. Bah non, effectivement, c'est une bonne question. Je pense que le rôle du marketing, enfin le rôle qu'il a, c'est il doit venir avec des hypothèses de segments, de personas. Mais je pense pas que ce soit, enfin ça doit pas être lui qui doit prendre la décision. La décision, au final, elle doit revenir du founder ou du CEO. Avec un alignement avec les équipes sales qui sont sur le terrain et du coup les équipes marketing qui font l'hypothèse. Et ensuite, c'est de se dire, ok, bah, est-ce qu'on arrive enfin, à minima à avoir, tu vois, une, savoir à combien de boîtes est-ce qu'on peut s'adresser. C'est-à-dire, ok, en fait, on a, je sais pas moi, 5000 boîtes, on va les répartir de telle manière, je sais pas, 150 comptes par sales rep, et on va faire en sorte qu'on arrive à qualifier un maximum de boîtes et à prioriser nos efforts. Et se dire à la fin de chaque mois, chaque quarter, il faut que les sales, sur tous les comptes par exemple qu'ils ont déqualifiés, il faut qu'un stock soit remis. Tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à tout moment, un sales doit avoir par exemple 150 comptes qualifiés à son nom. Tu vois. Et d'avoir ce système de dire, ok, bah, tu as potentiellement un stock de comptes qui sont déqualifiés, mais il faut vraiment essayer au maximum de pouvoir Toujours les documenter alimenter. pourquoi ce compte n'est pas qualifié, tu vois. Qu'est-ce qui fait que c'est pas qualifié. Euh, et de mettre en place, tu vois, ben, c'est tout con, mais de dire, ben voilà, je sais pas, c'est un deal qui est perdu, de mettre en place un système qui puisse se dire, ok, ben, je sais pas, dans X temps, ou ça peut être dans X temps, ou alors si la personne fait X, Y, Z action, que ça trigger un truc, tu vois, je sais pas, en fait, le gars, il sign up un webinar ou il fait, tu vois, une action qui est plus ou moins pertinente, mais c'est de capter cette information pour réengager la conversation, tu vois, et pas Ok. revenir à chaque fois à froid et sans contexte pour voilà, Ok. les réengager. Tu touches un sujet qui est quand même un peu touchy, parce qu'on a parlé de segmentation, de contexte, etc. Donc aujourd'hui, il y a comment ça s'appelle la priorisation des boîtes, etc. Comment en fait tu gères aussi également du coup avec les sales, parce que là tu as parlé en fait, ok, je vais donner des comptes aux sales euh, pour valider notamment les hypothèses. Si tu as plusieurs sales, est-ce que tu leur donnes des boîtes différentes? Comment tu fais typiquement de manière pragmatique? C'est des petits trucs un peu cons, mais je Ouais, sais que beaucoup de boîtes ont beaucoup de difficultés quand ils doivent prendre ces décisions-là. Sont avec leur CRM, font des listes, font des trucs un peu. Allez, les 10 premiers c'est pour toi, les 10 secondes c'est pour toi. Est-ce que c'est tout simple et on fait ça? Ou est-ce qu'il y a un peu une réflexion, notamment par rapport au type de sales? Moi, je sais que j'aurais plutôt tendance, dans ce cas-là, à peut-être pas mobiliser tous mes sales si j'ai une grosse équipe, mais à mobiliser, surtout si on fait du market, c'est qu'on a quand même une équipe ouais, qui est quand même. J'aurais mobilisé peut-être 3-4 sales que je sais qui peuvent être assez bons pour gérer la posture nécessaire qu'il faut pour ce nouveau segment, parce que c'est pas la même chose de vendre à du small business que de vendre à du mid-market enterprise. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu travailles avec l'équipe sales, ou en fait ça s'arrête là, toi tu es juste sur la partie hypothèse en tant que non, je t'avoue marketing? que ça dépasse mon scope. Par contre, ce que je peux
te partager, c'est moi ce que j'ai vu dans d'autres boîtes. Je pense que ce qui se fait de mieux, c'est forcément, tu vas pas, en gros, si tu vas sur Upmarket, tu vas pas donner tous ces comptes à tous les sales. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire un split de 50-50 avec tes sales existants, les meilleurs sales, ceux qui soit sont les plus performants ou alors même qui sont là depuis longtemps et qui ont une grosse connaissance marché. C'est-à-dire, en gros, tu prends 50% des comptes que tu vas aller sur le market et puis tu regardes, tu leur laisses quand même, je pense que c'est quand même mieux de laisser un 50% pour qu'ils puissent quand même, tu vois, atteindre leurs objectifs. Parce que tu imagines, tu repars de zéro et du coup, tu n'es même pas Ouais, clairement. certain aujourd'hui, tu vois, d'atteindre tes objectifs. Je veux Très dire, faux. tu sais mieux que moi, un, un sales, il a besoin de goûter Au à l'argent, closing. tu vois. Ouais, et au Et closing c'est comme, régulièrement. enfin, c'est un requin qui a besoin de Ouais. goûter à du sang, tu vois. Mm, C'est comme ça pour rester motivé. Et donc, je pense que ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ce que j'ai vu dans d'autres boîtes, et je trouve ça très pertinent, c'est ils assignaient des comptes sur base de l'expérience du sales à quelle industrie ou quelle audience est-ce que ce sales a eu l'habitude de vendre, tu vois. Si par exemple, tu as un sales qui a plus l'habitude de s'adresser à des profils, tu vois, IT ou à l'inverse des profils finance, bah, c'est mieux, tu vois, parce que le gars, il sait enfin, il connaît le personnage, il sait mm. les dynamiques. Et je pense que si tu as la capacité d'avoir, si tu as le luxe d'avoir ce genre de profil ou ce genre de setup, c'est aussi mieux d'essayer de segmenter, enfin, de distribuer les comptes par industrie, tu vois. Ok, Moi, très clair. je vois les choses comme ça en tout cas. Bah écoute, très clair. Bon, on arrive à la fin de l'épisode. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est ok, tout ce que tu as présenté, c'est quand même beaucoup de taf. Moi, par expérience, toutes les équipes marketing aujourd'hui à date, ça peut très bien évoluer parce que les équipes, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment dans les boîtes, beaucoup de prise de conscience aussi également que je vois en tout cas autour de moi sur quel type d'équipe marketing on doit avoir, quel type d'équipe sales on doit avoir et quels sont les liens qu'il doit y avoir entre les deux. On voit que bah, voilà, les boîtes sont de plus en plus drivées par le marketing et surtout les sales sont de plus en plus dépendants du marketing. Donc ça fait que cette guerre-là, a priori, peut-être qu'on y verra à la fin prochainement. En tout cas, il y a beaucoup de boîtes sur lesquelles il n'y a plus trop cette guerre. Mais en attendant, pour quand même une grosse majorité de boîtes, c'est pas le cas encore. C'est beaucoup de taf. Qu'est-ce que tu conseilles en fait justement à des boîtes qui veulent faire ce boulot? Est-ce que il faut qu'elles se forcent à le faire elles-mêmes? Est-ce qu'il faudrait qu'elles se fassent aider de l'externe? Et si elles doivent se faire aider de l'externe, quel type de profil elles doivent prendre? Très bonne question. Je pense que si tu es dans un paradigme de changer, enfin, par exemple, d'upmarket, où tu lances, on va dire, ouais, ça peut être soit de l'upmarket, ça peut soit être le lancement d'un nouveau marché, ou en gros, tu essayes de changer un go-to-market existant. Je pense qu'effectivement, ça reste pertinent de demander, d'avoir un avis extérieur, parce que en fait, tu as le nez dans le guidon et tu n'as pas forcément la capacité à dézoomer. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est si maintenant tu n'as vraiment pas envie ou que tu n'as pas les moyens, le mieux à faire, honnêtement, pour maximiser tes chances d'aller chercher du coup tes targets, c'est vraiment essayer, et c'est hyper important, mais c'est de capitaliser sur tes clients existants ou les boîtes avec lesquelles tu as déjà eu des conversations. En fait, c'est plus facile de convertir des gens qui ont déjà interagi d'une manière ou d'une autre avec ta boîte que d'aller chercher à froid et d'aller chercher des nouveaux segments. Bah, moi, typiquement, les choses que j'ai vues constamment dans les boîtes dans lesquelles j'avais bossé à l'époque, c'est je vois que par exemple c'est bouché en France ou au UK, bon, on va aller ouvrir les Nordics, tu vois. Hmm. C'est souvent un truc qui revient, mais Nordics, enfin c'est un marché qui est quand même complexe. C'est un peu comme l'Allemagne, c'est très local. Il faut être, tu vois, faut avoir un ancrage très local. C'est extrêmement compliqué. Et même au niveau data, c'est pas non plus le plus facile. Et à contrario, tu as des situations où on se dit, bah, go, on va ouvrir les US. Ouais. Mais les US, c'est pas. Ou même les UK, en fait. Je dis les US, mais les UK, c'est un des marchés les plus complexes parce que de un, c'est une concurrence aussi forte qu'aux US. C'est un marché plus petit. Si t'as pas si t'as pas de référence locale ou si t'as pas de sales local, c'est Très 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 compliqué. compliqué, voire Hmm. impossible, honnêtement. Moi je pense qu'il faut il faut se faire accompagner. Alors les profils, ça dépend. Moi j'ai un profil
plutôt business opérationnel et où je vais être en capacité de pouvoir juger en fait si aujourd'hui le setup actuel permet par exemple de scaler ou d'orchestrer la go-to-market désirée. Par contre, plutôt au niveau organisation, tu vois, des équipes sales, des process, je pense que c'est plutôt un profil, je dirais même comme le tien, qui va pouvoir permettre d'identifier les problèmes dans le bottom of the funnel, tu vois. Là où moi, je vais plutôt intervenir sur le top of the funnel. Mais je pense que c'est indispensable de prendre quelqu'un, même en advisory, tu vois, pour avoir cette clarté qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et si c'est pas si c'est ni toi ni moi dans les profils, mais c'est une personne qui a vécu le truc. Donc c'est vraiment Bah, c'est de ça que j'ai discuter envie. avec quelqu'un qui est parti dans le même, enfin qui a vécu le problème que tu essaies de résoudre. C'est vraiment le plus important. Et même si cette personne est en poste dans une boîte, je dirais même la payer enfin si c'est pas un consultant, mais si elle est externe, si elle est interne, essayer ouais, d'accéder à sa connaissance et de payer le prix, tu vois. Pas En fait, commencer à la chipoter raison avec pour ça. laquelle je te pose la question, c'est que beaucoup de RevOps, parce que généralement, ce que tu nous as un peu présenté aujourd'hui, c'est un job, en tout cas pour les boîtes assez avancées, qui sont données à des RevOps. C'est un peu le nouveau métier à la mode, etc. Et Ouais, moi, en fait, de la vision que j'ai un peu de ces profils, c'est des profils qui sont très techniques. Ils arrivent à te metêtre en place, OK, il faut plugger l'Emlist avec ça, avec ça. Mais bon, en vrai, bon, c'est cool. On a notre setup en tant que sales, mais ça t'a pas fait plus avancer sur tes targets et qui tu dois aller chercher. Et donc, ce que j'aime bien, du coup, dans ton profil et dans ce que tu racontes, c'est qu'au final, il faut quand même, par rapport à tout ce que tu as présenté, des profils qui, oui, certes, ont cette connaissance et savent exactement quel outil utiliser pour, du coup, wheeler la machine de vente et faciliter les sales. Mais il faut aussi également des profils qui soient market, donc qui comprennent le marché, qui connaissent bien les problématiques et qui rentrent dedans réellement et qui ne soient pas juste des profils hyper techniques qui sont voilà, qui savent jouer et connaître les nouveaux outils à la mode, ce qu'on voit beaucoup. Donc voilà. ouais, non, bah, non, je comprends. Mais en fait, c'est effectivement je pense que tu as besoin des deux. Mais en fait, je vais te donner vite fait un exemple. Mais moi, j'ai discuté récemment avec un CRO qui a rejoint une boîte et qui a quand même des appétences un peu techniques, mais il est pas non plus, c'est pas un profil hyper technique. Et lui, en l'occurrence, je le trouverais hyper pertinent, tu vois, si je devais appeler quelqu'un demain pour répondre à la question que tu m'as posée, tu vois. C'est pas forcément quelqu'un qui est technique, mais je pense que c'est contacter une personne qui a été dans la situation à laquelle tu veux résoudre. Donc ça peut être un head of sales, mais du coup qui a été dans un environnement où tu avais une équipe RevOps ou des personnes un peu techniques. Parce que lui, il va avoir la capacité de te dire comment est-ce que tu vas devoir t'organiser, quel type de profil potentiellement tu vas devoir Mm. recruter. À l'instar, moi, je vais pouvoir te dire, ok, bah, sur base de ton setup existant, il y a ça, ça, ça et ça qui va pas. Par rapport à la priorisation, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça et ça, tu vois. Mais je vais pas, on va dire, venir en aide sur la partie plutôt gestion d'équipe ou setup d'équipe, tu vois. Je vais pouvoir te donner moi ce que je vois dans les autres boîtes, mais voilà, si t'as pas forcément la compétence d'aller recruter une personne technique et une personne un peu business, je pense que la meilleure des solutions, c'est d'essayer d'identifier un head of sales ou un CRO qui a bossé dans une boîte qui est qui a plus ou moins dans le même écosystème et idéalement en fait qui a dû gérer des équipes RevOps, tu vois. Ok, nickel. Bon, bah, du coup, on arrive à la fin. Déjà? Déjà, c'est déjà une petite heure qu'on est en train de parler. Du coup, j'explique hein, pour les auditeurs qui suivaient déjà Prosper. Avant, on avait un modèle de 30 minutes. On l'a fait bouger tout simplement parce que on s'est dit qu'on allait rentrer plus dans le détail, etc. C'est la demande qui nous a été faite. Et surtout de répondre aux questions en fait, de ceux qui l'écoutent. Et voilà, on ne peut pas répondre à des questions très précises comme ça en 15 minutes, 10 minutes, en 3 points. C'est valable sur LinkedIn, mais pas sur un podcast. Et on a envie d'ici, avec Conisom, à aller beaucoup plus loin. Donc, à chaque fois, 2 fois par mois, on va prendre une question qui nous est remontée par des clients de Conisom, etc., pour y répondre. Et là, en l'occurrence, on a quand même pas mal de sujets qui nous ont été remontés sur ces difficultés de segmenter, de prioriser ces leads. C'est pour ça que je voulais en parler avec Alexis. Alexis, merci beaucoup. Où on peut te trouver? Parce qu'effectivement, tu partages beaucoup de contenu là-dessus, en anglais. Mais hyper pertinent. C'est LinkedIn aujourd'hui.
Yes, sur LinkedIn et j'ai un Notion qui est accessible depuis mon profil LinkedIn dans lequel je rassemble justement du coup tous les tips, les outils que j'utilise aujourd'hui au quotidien pour aider les boîtes à générer du pipe. Donc Ok, voilà, c'est accessible, c'est gratuit. J'essaie de partager un maximum pour aider les gens. Et bah, n'hésitez pas si bah, jamais je vais vous le avez des mettre. questions, vous pouvez m'envoyer un DM sur LinkedIn, c'est le plus facile. Ok, cool, trop cool. Merci beaucoup. Bah, du coup, je mettrai les liens dans la description. Merci encore, Alexis. Et je te souhaite du coup une bonne année 2025 et d'exploser tes chiffres. À très Merci vite. toi aussi, Ciao, salut. ciao. À plus.